allons enchaîner tout de suite avec la deuxième conférence. Nous invitons le professeur Riyad Bentmim pour présenter l'endométriose, l'implication de l'endométriose dans l'infertilité. Bonjour, je remercie la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de m'avoir associé à ce cours pré-congrès pour vous présenter l'implication de l'endométriose dans l'infertilité. L'endométriose, pour introduire le sujet, touche 10% des femmes en âge de procréer. L'endométriose est souvent associée à l'infertilité. Cependant, les mécanismes par lesquels elle affecte la fertilité ne sont pas encore entièrement compris. Très probablement, l'endométriose a été décrite depuis la nuit des temps. Vous voyez ici un des plus anciens papyrus d'Edwin Smith qui, sur ce papyrus, décrivent Hesmen, ces douleurs pelviennes pendant les règles ou dysménorrhée. Et donc, ça date de 1600 ans avant Jésus-Christ. Et on voit que 3600 ans ou plus après, dans le prestigieux journal New England Journal of Medicine, on ne connaît pas encore la vraie éthiopathogénie de l'endométriose. On a quelques hypothèses, notamment la théorie de reflux, la théorie de métaplasie célomique, la théorie métastatique, mais la vraie éthiopathogénie, elle reste encore à découvrir. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé associe l'endométriose à l'infertilité. On voit dans ce rapport de l'OMS que la fréquence des maladies associées à l'infertilité, l'endométriose occupe le 2e ou le 3e rang. Donc après les problèmes d'ovulation, les problèmes d'adhérence et tubo-péritoniale, on retrouve l'endométriose avec un pourcentage de 5 à 15%. Aussi, dans ce rapport de l'ASRM, l'American Society of Reproductive Medicine, et dans les guidelines de 2012, il y a une fréquence de l'endométriose et une association de l'endométriose avec l'infertilité, puisque la revue de la littérature de l'ASRM a montré que 25 à 50% des patientes consultant pour infertilité ont une endométriose prouvée par la paroscopie, 30 à 50% des femmes atteintes d'endométriose ont des difficultés à tomber enceinte. Le taux de fécondité mensuel est réduit chez les patientes ayant une endométriose, il est de 2 à 10%, par rapport chez les femmes ou les couples fertiles, il est de 15 à 20%. Aussi, dans l'aide médicale à la procréation, il y a 30% de réduction de taux de grossesse dans les inséminations intra-utérines en comparant les patientes ayant une endométriose aux couples qui ont une infertilité inexpliquée. Mais aussi, dans les fécondations in vitro, il y a une baisse du taux d'implantation d'à peu près 21% et du taux de grossesse clinique aussi d'à peu près de 21% chez les femmes ayant une endométriose. Alors, l'implication donc de l'endométriose dans l'infertilité, il y a un ensemble raisonnable de preuves qui démontrent une association entre l'endométriose et l'infertilité. Il est vrai, dans les formes sévères, on a une explication, c'est la déformation ou la détorsion de l'anatomie pelvienne, telle qu'on voit ici dans ce pelvis gelé ou frozen pelvis. Donc on peut comprendre que les adhérences pelviennes majeures peuvent altérer la libération des ovocytes par l'ovaire ou inhiber la capture et le transport des ovules. Il y a plusieurs études qui ont essayé de comprendre l'éthiopathogénie de l'endométriose et l'association endométriose et infertilité. Certaines hypothèses qu'on va détailler au fur et à mesure sont aussi associées en plus chez les patientes ayant une endométriose minime ou légère, où on n'a pas cette détorsion de l'anatomie pelvienne, telle qu'un effet toxique sur les gamètes et les embryons, une altération de la motilité tubaire, les implants endométriosiques sécrètent des cytokines pro-inflammatoires, et je vais détailler ça au fur et à mesure, de l'interleukine 1, 8, 6, du TNF-alpha. Il y a une augmentation des concentrations de l'estradiol qui attire les macrophages. Il y a des facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire, donc le VEGF qui est augmenté, de l'interleukine 8. Donc il y a tout un bataillon ou une batterie de molécules pro-inflammatoires qui sont dans le tissu endométriosique. Il y a un environnement folliculaire anormal, riche donc en cytokines. Il y a une augmentation de l'apoptose des cellules de la granulosa. Il y a une capacité accrue donc, à attirer les macrophages pour phagocyter les spermatozoïdes donc, par ces macrophages péritonéaux. Et il y a, on le constate, une diminution de taux de fécondation en PMA
due à une altération de l'implantation et de la réceptivité endométriale. Et je vais détailler au fur et à mesure. Toute cette inflammation, toute cette batterie de molécules pro-inflammatoires est expliquée dans ce diagramme donc, du New England Journal of Medicine. Et on voit qu'à chaque étape, passant de la croissance folliculaire à l'ovulation, à la fécondation et à l'implantation, on a quand même une implication de l'endométriose dans la baisse de la fertilité. On va commencer par l'inflammation de la cavité pelvienne et la conception. Donc, la théorie la plus admise, c'est la théorie de reflux menstruel ou de régurgitation menstruelle, qui est responsable d'une importante réaction inflammatoire. Cette inflammation perturbe l'interaction entre les spermatozoïdes et les ovocytes. Il en résulte donc une diminution des chances de conception. On le voit ici, quand on fait une cœlioscopie, cet état inflammatoire du péritoine avec donc, cet aspect luisant, avec ces flammèches, ces taches en flammèches, d'autant plus s'il y a, voilà, comme à droite, donc une endométriose vraiment sévère avec les phénomènes mécaniques qui s'y associent. Concernant l'endométriose ovarienne, on sait que les endométriomes interfèrent avec les follicules ovariens. Certaines hypothèses disent que ces endométriomes interfèrent, donc on a un développement folliculaire accéléré, il y a une atrésie folliculaire croissante, et la conséquence principale qu'on voit, nous, de façon pratique en aide médicale à la procréation, c'est une réponse suboptimale à la stimulation ovarienne, notamment s'il y a un endométriome bilatéral, donc l'endométriose ovarienne bilatérale. C'est expliqué, entre autres, par justement cette batterie d'interleukines, de cytokines, tout ça, qui sont sécrétés par les endométriomes et qui agissent sur la croissance folliculaire et la qualité folliculaire, et après sur la qualité de l'embryon, comme on va le voir. D'autant plus quand il s'y associe de la chirurgie de l'endométriose, donc de l'endométriome ou des kystes endométriosiques. On voit dans cette étude de Streli, il y a une baisse de la réserve ovarienne en opérant des endométriomes et en opérant de l'endométriose profonde. Donc, il faut être prudent avant de prendre la décision opératoire des kystes endométriosiques ovariens et être faite par des gens qui sont habilités à le faire ou qui ont de l'expérience à opérer des kystes endométriosiques pour ne pas altérer la réserve ovarienne. Donc, l'autre étiologie qui est incriminée dans l'association endométriose et infertilité, c'est l'atteinte utérine et la baisse de la réceptivité endométriale. Des données récentes, donc, qui sont rapportées dans ce livre de Friedman donc de 2016, qui montrent que l'endométriose ectopique est aussi anormale. Non seulement l'endomètre ectopique est anormal, mais aussi l'endomètre normal ectopique a des problèmes. Ces altérations fonctionnelles semblent altérer la qualité de la réceptivité endométriale et expliqueraient des baisses de taux de grossesse en aide médicale à la procréation. Les principaux mécanismes incriminés sont la résistance à la progestérone, l'inflammation et l'existence d'une stéroïdogénèse accrue. Il y a aussi l'altération de la fonction péritoniale, comme j'ai déjà cité. On remarque un volume accru de liquide péritonéal chez les patientes qui ont une endométriose. Il y a des concentrations accrues dans ce liquide péritonéal de prostaglandines, de protéases, de cytokines, de molécules pro-inflammatoires telles que, donc, on a dit l'interleukine 1, 6, 8, le TNF-alpha et le VEGF. Il y a même des concentrations élevées de ces molécules dans le sang systémique, donc au niveau du sérum, et donc ce qui pourrait témoigner d'une atteinte générale ou systémique, d'une inflammation systémique en cas d'endométriose. Toutes ces altérations ont un effet sur la fonction ovocytaire, sur les spermatozoïdes, les embryons et les trombes, comme en témoigne ce rapport de l'ASRM de 2012. Il y a aussi une altération de la fonction hormonale et à médiation cellulaire. On a remarqué une augmentation de la sécrétion des anticorps, les IgG et les IgA par les lymphocytes, qui est augmentée dans l'endomètre des femmes atteintes d'endométriose. Ça pourrait altérer la réceptivité endométriale. Il y a même, ça a été décrit, des auto-anticorps dirigés contre l'endomètre qui contribuent à la baisse de l'implantation et à l'altération de cet endomètre. D'autres anomalies endocriniennes qui ont été rapportées sont
le syndrome du follicule non rompu lutéinisé, le LUF syndrome, un dysfonctionnement de la phase lutéale, une croissance folliculaire anormale et des poussées prématurées et multiples de LH qui ont été rapportées par ce rapport de l'ASRM dans le cadre des anomalies endocriniennes et ovulatoires. Les autres anomalies donc citées sont l'altération de l'implantation et on a remarqué qu'il y a une expression endométriale réduite de l'intégrine AVB3. C'est une molécule d'adhésion cellulaire, donc au moment de l'implantation, donc quand on a une baisse de cette intégrine, il y a moins de chances d'implantation, mais en plus, il y a de très faibles niveaux d'une enzyme impliquée dans la synthèse du ligand endométrial pour la L-sécrétine. C'est une protéine qui recouvre le trophoblaste à la surface du blastocyste et qui aide à l'implantation de l'embryon. Donc, ça a été évoqué par ce rapport de l'ASRM. En plus, on a remarqué qu'il y a des taux élevés ou des niveaux anormaux d'aromatase. L'aromatase, c'est une hormone qui donc permet ou convertit l'androstendione et la testostérone en ostrone et estradiol. Et ces niveaux anormaux d'aromatase sont présents dans les implants endométriosiques ainsi que dans l'endomètre ectopique. Et ce qui contribue à une chose importante, cet état d'hyperoestrogénie ou une augmentation locale, une œstrogénie locale au niveau de l'endomètre qui diminue les chances d'implantation d'une part et d'autre part qui attire les macrophages et contribue à cette inflammation. L'autre cause qui pourrait expliquer, donc il y a des causes génétiques qui pourraient expliquer les échecs d'implantation et la baisse de l'implantation en cas d'endométriose, c'est une expression génique aberrante dans les endomètres aussi bien ectopiques que ectopiques de ce gène, donc l'OXA-A10. Il y a une expression aberrante du OXA 10 et 11. Ce gène est directement impliqué dans l'embryogénèse de l'utérus et par la suite l'endomètre de régénération à chaque cycle. On a remarqué que l'expression de ce gène est nécessaire pour la réceptivité endométriale et qu'il y a des niveaux d'expression inférieurs de OXA10 ou que les femmes avec des niveaux d'expression inférieurs de OXA10 ont des taux d'implantation plus faibles. Donc il y aurait peut-être des causes génétiques dans l'endométriose et la baisse de l'implantation. L'autre cause incriminée, c'est la résistance à la progestérone. Il a été démontré que les récepteurs de la progestérone sont dérégulés dans l'endomètre ectopique et ectopique. L'endomètre ectopique et ectopique s'est avéré résistant à la progestérone, provoquant, on en parle aussi, de cet état d'œstrogénie qui est probablement pas adapté à l'implantation. La résistance à la progestérone est aussi expliquée par l'expression persistante et inappropriée de métalloprotéases matricielles, les MMP. Dans le cadre de l'endométriose, ces taux de MMP, de métalloprotéases, sont élevés pendant des périodes inappropriées telles que l'implantation. Donc, ça crée un environnement de décomposition donc, constante de la matrice, peu propice à l'implantation. L'autre cause incriminée, c'est la baisse de la qualité ovocytaire et des embryons. On a remarqué que les embryons dérivés de femmes atteintes d'endométriose sembleraient, mais ce n'est pas confirmé, se développer plus lentement. Et il y a cette étude de Garrido qui est vraiment très intéressante, c'est dans le cadre de d'endovocytes. Donc, les femmes atteintes d'endométriose modérée à sévère qui reçoivent des ovocytes de femmes indemnes semblent avoir une réceptivité endométriale et des taux de grossesse normaux. Donc, des femmes ayant une endométriose sévère, modérée à sévère, elles reçoivent des embryons de femmes qui n'ont pas d'endométriose, on aurait des taux d'implantation équivalents ou normaux, on va dire. À l'inverse, les ovocytes de donneurs de femmes atteintes d'endométriose, quand elles sont transférées à des femmes sans endométriose, le taux d'implantation est plus faible et la qualité de l'embryon est réduite. Cela conforte cette idée qu'il y a une anomalie de la qualité ovocytaire et de la qualité embryonnaire en cas d'endométriose. Il y a aussi un effet sur les trompes et le transport d'embryons. Donc, le transport des gamètes est également affecté par l'environnement inflammatoire et l'augmentation des cytokines en cas d'endométriose. L'inflammation altère la fonction tubaire et diminue la mobilité tubaire. L'adénomiose est aussi responsable d'une diminution de 30% des chances de grossesse en aide médicale
procréation, ainsi qu'une augmentation du taux de fausses couches spontanées, tel qu'on le voit dans cette étude de Salim. Il y a vraiment une baisse de taux d'implantation en comparant des femmes ayant une adénomiose et des femmes qui n'ont pas d'adénomiose. Il y a une diminution de grossesse clinique, il y a une augmentation du taux de fausses couches, et puis il y a une baisse des ongoing pregnancies, donc des grossesses évolutives en cours. En conclusion, donc, je relate cette revue de la littérature de Tombaugh dans Acta Obstetrica Gynecologica Scandinavia, donc les causes possibles de la réduction de la fertilité en cas d'endométriose, les adhérences, l'inflammation chronique, l'altération de la folliculogénèse, le LUF syndrome, le luteal phase defect, l'altération de la phase lutéale, la résistance à la progestérone, l'effet néfaste sur les spermatozoïdes, l'effet des anticorps anti-endomètres, le dysfonctionnement donc, du transport utérotubaire. Et pour résumer enfin, il y a ce que décrit Zuberi, un inflammatory toxic microenvironment, donc un environnement vraiment toxique, inflammatoire, qui est responsable de toutes ces anomalies. Et je vous remercie. Thank you very much. It's a very good review on the impact on infertility. I have a practical question. If you have a 22 years old, okay, and you diagnose her with infertility, and she has no plan for marriage and having children, what is your best advice for this young woman for keeping her fertility or protecting her fertility? Okay, I'll try to respond in English first, and then I will translate in French. So the question is that you diagnose a patient that is not married for infertility. This is not a really current situation, but I will take you something more practical. I had in my clinic a patient this week, 17 years, problems of menstruation, dysmenorrhea, problems of menstruation, and her gynecologist did an AMH, a dosage of AMH, and found it at 0.8 nanogram per milliliter. And she advised her to go to our hospital, Aziza Uthmana, for conservation, for the oocyte conservation or ovarian tissue conservation. So I was not very convinced of that. So this is a practical situation I had in my clinic last week. If it is asymptomatic, if there is no the age, the ovarian reserve, how long has her been infertile, all these will lead us to wait a little bit. So I tried to calm down the patient. I tried to tell her not to be so afraid. Not only the AMH level is the prognostic factor. It is all the factors are associated with that. So wait. Sincerely, there are other methods that are growing now for the diagnosis, non-invasive method for the diagnosis of infertility. These methods are even serum diagnosis, even salivary diagnosis. So there are new ongoing things that have to be proven. But wait, calm down. It is true that it is a chronic pathology, but we have to wait a little bit. So I will translate in French for the audience. OK. So, donc j'ai dit que bon, il n'y a pas le feu, donc on peut attendre un petit peu. Il y a d'autres méthodes actuellement pour faire le diagnostic de l'endométriose, quelques les diagnostics dans le sérum. J'ai participé moi-même dans EndoSearch, ça va sortir, donc I participated in EndoSearch. This is a multi-country analysis for endometriosis in Switzerland, France, Italy, and in the United Arab Emirates. So we take the serum of patients
having the endometriosis, donc on prend le sérum des patientes ayant une endométriose, et on dose ces cytokines pro-inflammatoires, we dose these cytokines, and we'll try to do a diagnostic method non-invasive for that. And the French, les Français You can aussi. keep French, I understand OK. French. I don't Donc les speak Français, voilà, on fait même des tests salivaires actuellement pour le diagnostic de l'endométriose. Donc ça bouge, surtout avec ce qu'a fait Macron, donc avec les nouvelles recommandations donc, du président français et son soutien pour l'endométriose. Thank you. Please. Merci. Merci pour votre conférence. Je voudrais faire un commentaire sur ce qu'on appelle les contractions utérines désorganisées ou asynchrones. Je rappelle que physiologiquement, en post-ovulation et pendant la première semaine de la phase lutéale, nous assistons à une sécrétion d'estrogène et de progestérone par le corps jaune de la deuxième phase, donc, et que le taux d'estrogène est plus bas que le taux de progestérone, ceci dans un cycle physiologique normal. Cette supériorité de la progestérone va entraîner une baisse du taux d'estrogène et une baisse des contractions utérines. Parce que les estrogènes, nous le savons tous ici dans la salle, les estrogènes élèvent la contractilité utérine, alors que la progestérone abaisse la fréquence des contractions utérines. Et la baisse de ces contractions physiologiques est favorable pour le phénomène d'implantation tant recherché en cas de désir de grossesse. Oui, je suis tout à fait. Seulement, chez les femmes atteintes d'endométriose, comme vous l'avez si bien expliqué, il y a deux éléments qui peuvent perturber les contractions utérines. Premièrement, une résistance à la progestérone, c'est bien expliqué. Et deuxièmement, une élévation de l'activité de l'aromatase, laquelle élévation de l'aromatase va entraîner une sécrétion d'estradiol plus accrue, et notamment au niveau endométrial. Ces deux phénomènes vont altérer l'implantation par genèse des contractions utérines réfractaires et désorganisées. Je vous remercie.